من الأدوات الطبية، وهذا لا لشيء إلا لاستعمالها في إن صح التعبير الحرب ضد ما يصيب الإنسان من أمراض في جسمه. وباعتبار أن هذا العمل الطبي مرتبط ارتباط وثيق مع الطبيب، فهذا الأخير يخطئ ويصيب، لأن الكمال لله. وأن مما لا شك فيه أن أي اعتداء إن صح التعبير، اعتداء الطبيب أو إلحاقه ضرر بجسم الإنسان لا يكون إلا خطأ. لهذا نتطرق في هذه المداخلة النقاط التالية. أولا، تعريف الخطأ الطبي. في القواعد العامة الخطأ الطبي يعرف بأنه انحراف في السلوك على نحو لا يرتكبه الشخص اليقظ لو أنه وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الفعل. أما الخطأ الطبي فهو عدم قيام الطبيب بالتزاماته الخاصة التي تفرضها عليه مهنته، أو كما عرفته محكمة النقد الفرنسية في قرارها الصادر في 20/5/1930 بقولها: يكون الطبيب مخطئا إذا لم يبذل العناية الوجدانية لقضاء الموافقة للحقائق العلمية المكتسبة. أما التعريف القانوني حسب المادة 35 من مدونة أخلاقية الطب، فهو يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد موافقته على أي معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة. فالطبيب غير ملزم بتحقيق نتيجة، فهو مجبر فقط على أن يبذل كل ما في وسعه من حذر ويقظة وحرص على مصلحة المريض، فيبعد عنه ما يضره قدر الإمكان وفقا للأصول العلمية، فيكون مسؤول إذا أخطأ في وصف دواء غير مناسب العلاج، كما يمنع عليه بصفة مطلقة تقديم الأدوية لمريض بقصد التجربة. مدونة أخلاقية الطب يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يحرر وصفاته بكل وضوح. 25 جرام. هنا المسؤولية على من تقع، الطبيب الذي لم يحرر الوصفة الطبية بوضوح. أما الصيدلي في الفشل الطبي لا يشكل خطأ، لأن الطبيب اتبع الإجراءات العلمية اللازمة وبذل كل في ذلك عناية إلا أن النتيجة لم تحقق. الخطر الطبي هو خطر محتمل وقوعه سواء من الطبيب أو من المريض، ومعروف لدى الأوساط الطبية خاصة في مجال عمليات الجراحة الدقيقة، وعلى المريض أن يقبل أو لا يقبل ذلك الخطر. هنا في الفشل الطبي والخطر الطبي الطبيب لا يسأل. Monsieur le Président, mes chers collègues, honorable assistance, donc nous allons vous présenter pour cette communication la réquisition à médecin. C'est une partie qui appartient aux obligations du médecin et qui rentre dans le cadre de la responsabilité pénale du médecin. Donc, vous savez tous qu'effectivement, tout médecin est tenu à déférer aux ordres de l'autorité publique notifiés conformément au texte de loi. Donc, la réquisition, si on essaie de la définir, c'est une procédure par laquelle une autorité judiciaire ou administrative demande à un médecin d'effectuer un acte médico-légal. Les circonstances peuvent être diverses. Eh bien, qu'elles revêtent un caractère d'urgence, il existe un cadre légal bien défini. Donc, ce qu'il faut retenir effectivement de ça, qu'il s'agit effectivement d'une mission médicale. La mission médicale, effectivement, il y a le type de mission médicale. Il y a la mission médicale ordinaire que le praticien pratique quotidiennement dans son lieu de travail, et évidemment, il y a cette mission médicale qui rentre dans le cadre d'une procédure judiciaire et qui devient par la suite un acte médico-légal. De la loi sanitaire, les médecins sont tenus de déférer aux ordres de réquisition de l'autorité publique. Des cas qui peuvent être, dans un premier temps, déclarés comme étant suicidaires, mais après l'enquête, on pourra dire effectivement qu'il s'agit d'un accident.
Si la mort elle est d'origine criminelle, le médecin cochera la case obstacle médico-légal et l'autopsie est alors quasi automatique. Donc le crime, automatiquement, l'autopsie elle est systématique pour avoir un dossier médical sur lequel le magistrat peut effectivement se baser et dire effectivement il y a une relation d'imputabilité. Alors bien sûr, sans attendre, les certificats médicaux, Maître Mansour et Rostom, يتفضل مشكورا. Tout d'abord, je voudrais dire que le thème déjà contient 4 thèmes. Le premier, c'est les certificats médicaux. Le deuxième, c'est les expertises. Le troisième, c'est l'influence de ces deux derniers sur l'action civile et l'action pénale. Je vais commencer tout d'abord avec les certificats médicaux, en bref, après les expertises, et après on va parler du rôle et de l'influence. Le certificat médical est un document établi sur papier et à en-tête du médecin dont l'objet est de consigner en termes techniques mais compréhensibles les constatations médicales que le médecin a été en mesure de faire lors de l'examen ou d'une série d'examens du patient ou d'attester. العقوبات الجزائري يقسم الجرائم عادة إلى على حسب خطورتها إلى 3 أقسام، كاين المخالفات والجنح والجنايات. الطبيب طبعا يتدخل هنا بشهادة معاينة الوفاة الأولية بلا لوفي دو كور عند الانتقال رفقة وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق. أحيانا إلى مكان وقوع الجريمة تتم المعاينة الأولية للجثة ثم يتم رفع الجثة إلى المستشفى، وبالتالي يبدأ دور الطبيب بداية بمجرد اكتشاف هذه الجريمة. Les infections nosocomiales, D'abord, de quoi on parle? Parce que ça m'a été demandé de parler de l'infection nosocomiale. Et juste une petite précision, déjà depuis juin 2007, on ne parle plus d'infection nosocomiale. On a élargi si vous voulez, le cadre de ces infections à l'infection associée aux soins pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on réfère à l'ancienne définition qui parle beaucoup plus des infections nosocomiales, qui est un mot grec, c'est-à-dire c'est des infections hospitalières, on va exclure de ce champ d'emblée donc les infections qui surviennent en dehors de l'hôpital, alors que la définition ne répond plus donc aux exigences et, si vous voulez, à la pratique médicale actuelle. C'est pour cette raison que depuis 2007, donc voilà la nouvelle définition. Ce qu'on retient de cette plaque, c'est que l'infection, on peut l'avoir à l'hôpital en intramuros, qu'on peut l'avoir donc lors de l'exercice en médecine de ville. Donc quand même, c'est ça, si vous voulez, qui a suscité, qui a poussé donc, si vous voulez, le législateur à revoir cette définition. Mais le problème qui se pose, c'est lorsqu'on parle des infections associées aux soins, on est confronté à un trépied, à 3, si vous voulez, problèmes qu'on va essayer de les énumérer. Dans le monde, sur 100 malades hospitalisés, il y a entre 5 et 10 qui font donc une infection associée aux soins, malgré les précautions, malgré donc la mise en application des bonnes pratiques en hygiène hospitalière. Donc il ne faut pas avoir à l'idée la prétention d'éradiquer les infections associées aux soins. Deuxième point, c'est la problématique médicale aussi. Donc, on est confronté en tant que médecin à une difficulté de diagnostic. Le surcoût et l'infection associée aux soins, des fois, coûtent 10 fois plus le coût de la prise en charge en elle-même. Donc, c'est une notion, c'est une donnée qu'il faut prendre en considération lorsqu'il s'agit des infections associées aux soins. C'est inscrit déjà depuis quelques années donc dans une démarche qualité et sécurité des soins. Et c'est la vocation première de tout système de santé. Donc c'est une finalité. Donc justement pour garantir une équité des soins. Et lorsqu'il y a une équité des soins, ça va générer d'emblée des effets indésirables qu'il faut gérer par la suite. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a des intervenants, s'il vous plaît? Des questions sur rapportant aux différentes communications? Surtout du côté des médecins. Docteur Fontaine. Et j'aimerais que tu nous précises, ce qui nous importe,
sur ce que deviennent ces portes sans responsabilité médicale et qui portent le thème de aléas thérapeutiques. Les aléas thérapeutiques sont imputables à l'exercice de l'art médical. Et c'est là justement où on comprend que c'est une science, oui, les sciences médicales c'est une science, mais c'est aussi une habilité à donner des soins, et bien entendu qui est faillible. Les juristes, les magistrats essentiellement, sont tenus justement de ce côté-ci, sont tenus de connaître les aléas thérapeutiques. بدون أي غلطة مهنية جيد جدا في المعاملة مع المريض يكونوا أخطاء اللي يتكونوا وساعات يديروا خطر كبير بدون من المفروض أن تكون مسؤولية كبيرة. À mon avis, on commence tout d'abord par la nature de la fiction, la nature du traumatisme. Et le plus important, c'est la concordance du siège entre ce qu'a fait le médecin comme geste médical ou chirurgical et le résultat. Donc la concordance de la nature, la fiction, la concordance du siège et l'exclusion, c'est très important, des causes étrangères. عطالو يمدوا المريض الدواء هذاك 0.4 مليغرام من الدواء، واذا به بعد ما تناول المريض الدواء هذاك توفى في السوايع اللي بعد. كيس كي سباس هو في الجريده اللي مكتوبه العلاج الدواء هذا يستعمل بكميه 0.04 مليغرام وهي مكتوبه 0.4 مليغرام، دونك 10 خطرات اقل. اكي ان كومبل ريسبونسابيلتي. ما تقدرش ندير تجارب على المرضى وبعد دير تجارب تطلب tu demandes donc l'autorisation, tu passes par le conseil d'éthique وكذا يعيطوا لك الصح. ماشي نحكوا حنا قدام مره نديروا طلب مع المخابر باه نديروا غير دي تيست ماكم ما يخبروناش ويدوروا علينا عندي واحده ما عندي مازال نستناو وملف كذا هكذا ما عندناش وين توصل لتطبيق الادويه عند الانسان بدون ما يكون عندهم ديجا تسجيل في الجزائر. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants. Nous avons appris beaucoup de choses. Je voudrais intervenir en tant qu'avocat. Le principe qui est connu, c'est que le médecin, aussi bien que l'avocat, est tenu par une obligation de moyens et non une obligation de réserve. Mais il y a une exception. Lorsqu'un médecin fait une opération à quelqu'un pour l'appendicite et il ouvre et ne trouve pas d'appendicite. Primo. Deuxièmement, des erreurs de groupage. Où il y a des gens qui sont morts. Professeur Brepes, certainement en tant que responsable de la médecine légale à Batna, certainement il a dû rencontrer beaucoup de cas. Donc il y a des exceptions à cette règle où le médecin est poursuivi pénalement pour faute professionnelle. Parce qu'il y a la faute, et il y a le résultat, et il y a le lien de causalité. Le lien de causalité, lorsque le médecin avoue qu'il a donné un médicament contre-indiqué et qui a entraîné la mort, il paye. Donc on ne peut pas demander la dépénalisation des actes de médecine. Parce que sinon, c'est tous les autres secteurs qui vont demander. Le médecin légiste qui condamne l'inculpé, ou bien c'est le juge supplémentaire qui vient en appoint avec l'expertise médicale. Le jugement n'est pas de ses prérogatives. الطبيب يختار والله يقدم له الماجسترات une demande, il va dire techniquement ce qu'il en pense, mais يبقى le magistrat هو اللي عنده الميزان. هو اللي يوصل la faute. Donc en aucun cas, le médecin légiste, comme tout médecin expert, ne peut prétendre et n'a pas pour prérogative de juger. Un avis bien entendu autorisé qui nous fait de nous un technicien
ou un expert, mais en aucun cas on a le droit de dire que nous jugeons la chose. La chose jugée, c'est le juge. Le juge a le dernier mot, on est d'accord. Oui. Mais il s'appuie sur l'expertise. Oui. Il y a 2 ou 3 arrêts de la Cour suprême qui disent que l'expertise est une expertise technique. On ne peut pas l'attaquer. Donc, le débat qui se pose, bien que c'est le juge qui a le dernier mot, il se base, comme vous l'avez si bien dit, c'est la qualification juridique. أنا ما نتصورش بهذا التعبير، ما نتصورش يكون طبيب جزائري يرتكب خطأ طبي، وإنما المسجل هي في المرحلة الابتدائية الأولى عند ما يستقبل المريض. لما توقع مضاعفات الطبيب يولي يرغب باش يعاود يفحصوا فحص دقيق كان يفترض يقوم به في البداية، ولو أنه نعرفوا باللي الخدمة والنشاط ياسر مثلا اللي صار ديال جونس. 2 لما تجي مرحلة تحرير الوصفة الطبية يكتبها بشكل لا يمكن حتى لزميله الطبيب أن يقرأها. 3 لما يتقدم هذا المريض للصيدلي يلقى طبيب مشابه، يلقى عالم يعطيها ميديكامون يكتب له فوقه اكور ميديكال وكاشير ويقول له روح. معناتها الحلقه يبدو لي لا يمكن ان نتساءل في وسط هذا الدكاتره انهم قد يخطئوا، قد يكون اهمال، ولكن لا يمكن للطبيب الجزائري ان يخطئ في حقيقه في اخيه المريض. هنا المجتمع الجزائري يساوي بين الطبيب الذي اخطأ بتدخله لإنقاذ الحياة والسائق الذي انتقل من نقطة إلى نقطة وارتكب نفس النتيجة مع الطبيب. أحب لو أن المجتمع يتركب كخطأ مرفقي لأنه العبرة بالتعويض. Concernant l'article 42 de la déontologie médicale, le médecin peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins. Si jamais le malade, l'article 42, si jamais le malade déjà refuse le médecin, si jamais déposer la plainte, la responsabilité du médecin.